Casting Call, bienvenue sur le podcast de la rédaction de casting.fr qui révèle ta vraie nature. Ici, on va parler casting, témoignages exclusifs, des rencontres avec des professionnels, les clés et les secrets pour devenir un artiste et surtout, en vivre. Casting Call, c'est ton nouveau coach audio qui te permet de poser ton premier pas sur ton chemin de l'éveil et de la réussite. Ose enfin devenir celui dont tu rêves. Bonjour et bienvenue sur Casting Call, le podcast de la rédaction de casting.fr. Je suis Soledad Franco et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir un homme, acteur, écrivain, scénariste, metteur en scène, réalisateur, bref, un artiste que j'ai récemment vu sur scène dans Bungalow 21 dans le rôle de Montand, Yves Montand. Plus de 50 tournages, 10 pièces de théâtre, des mises en scène, des réalisations, des livres écrits. Il ne s'arrête jamais. Boulimique, anxieux, ou juste ultra passionné, on va le découvrir. Un comédien qui a commencé tout naturellement par la formation au cours Florent, puis des figurations pour devenir l'acteur reconnu qu'il incarne aujourd'hui. C'est Michael Cohen avec qui je suis aujourd'hui. Bonjour, quelle présentation. Bonjour Michael, la devise de ce podcast c'est « Ose devenir celui dont tu rêves ». Qu'en est-il pour toi en ce début d'année 2024 ? Moi je suis celui que j'ai voulu être plus jeune, en mieux, je trouve, parce que plus jeune, je ne savais pas encore que j'allais pouvoir dépasser, régler et apaiser certaines zones d'ombre intimes. Mais j'avais déjà des rêves d'artisan, d'artiste, très jeune, et j'ai réussi à réaliser pas mal de rêves. Aujourd'hui, je suis celui que... Oui, j'ai toujours voulu être en mieux, voilà. Tu es né un 13 décembre 1970 à Maisons-Laffitte. Tu es Sagittaire donc ? Oui. Et quel genre d'enfance as-tu eu ? Que faisaient tes parents ? Je croyais que tu allais me dire quel genre de Sagittaire es-tu. J'ai eu une enfance ombragée, quoi. Une enfance un peu compliquée, une enfance où en tout cas, j'étais pas forcément un enfant heureux. J'ai très peu de souvenirs de mon enfance, d'ailleurs. Je pense que j'ai balayé pas mal de choses. Mais c'est certainement ce sentiment un petit peu de mal-être qui m'a donné envie de m'enfuir ailleurs. Et c'est ailleurs, pour moi, c'était le théâtre, le cinéma. Voilà, j'ai eu une enfance pas terrible, mais je crois que l'enfant, c'est pas le meilleur moment de sa vie, il me semble, malgré ce qu'on peut imaginer, parce qu'on a trop de choses il y a trop d'éléments autour de nous pour que ça se passe bien. L'important, c'est de pouvoir en faire quelque chose de bien de cette enfance. Tu avais des frères et sœurs ? J'en ai toujours. J'avais 2 frères, un plus grand, un plus petit. J'étais entre les deux, la place la place un peu bâtarde. J'avais l'impression d'être celui qui était le moins aimé. Enfin, je me sentais, je sentais qu'il y avait beaucoup d'injustice, qu'il y avait peu d'attention, il y avait beaucoup de violence entre nous tous, parce que j'avais des parents qui avaient du mal à s'entendre, et donc ça se répercutait sur nous, enfants, et donc nous, entre nous, on avait du mal à s'entendre, pourtant on parlait fort. Mais voilà, en tout cas, je n'ai pas de rancœur contre cette enfance-là, contre cette vie-là. Je n'aimerais pas la revivre, mais je me doute qu'elle fait partie de mes forces et de mes faiblesses à la fois, et je prends les deux. Ta famille tu viens d'un milieu artistique. Est-ce que tes parents embrassaient une profession artistique ou pas du tout ? Pas du tout, pas du tout. J'ai personne dans ma famille qui travaillait dans ce métier. Moi, c'est en voyant des films très jeunes que j'ai été aspiré par ce métier, et j'ai vu très jeune des films qui n'étaient pas vraiment de mon âge en plus. À 10, 11, 12 ans, j'avais déjà vu pratiquement tous les films de Maurice Pialat, ou de Claude Sautet, ou de Truffaut, ou de Godard. J'étais très attiré par un cinéma de l'intime, de la vérité. C'était pas le genre de film que regardaient les enfants de mon âge. Donc je me suis créé une famille en fait virtuelle à travers ces auteurs-là, ou même, je sais pas pourquoi, je pense à Claude Berry par exemple, avec le film Je vous aime, que j'adorais, ou bien sûr même tous les films de l'équipe du Splendide, etc. Enfin, je regardais quand même pas que des films difficiles ou dramatiques, mais disons que
je sais que j'ai vu beaucoup, et j'ai découvert le cinéma à travers des films de Téchiné aussi, qui n'étaient pas forcément des films accessibles pour mon âge, et qui pourtant me parlaient directement, de manière très limpide. Mais tu les voyais où? Au cinéma? Je les voyais ou au cinéma ou à la télé. J'ai lu quelque part que tu étais un grand timide, c'est vrai? Oui, oui, oui. Très timide. Oui, en tous les cas, j'étais timide, très timide quand j'étais jeune. Je le suis un peu moins. J'étais pas très bien dans ma peau. Je me sentais pas beau. Je me sentais pas à ma place. Enfin, j'avais rien qui pouvait me prédisposer à une carrière d'acteur. Enfin, d'être sur le devant de la scène. Et pourtant, le jour où j'ai décidé d'aller au cours Florent et de prendre mes cours de théâtre, je suis arrivé sur scène et là, je me suis senti à ma place totalement. Voilà, on y est à 15 ans, tu t'inscris au cours Florent, la classe libre. Et comment tu entends parler de cette école à 15 ans? Tu avais déjà des rêves, tu voulais déjà être comédien? Donc j'ai su vers 13-14 ans que je voulais être acteur. Ça m'est apparu comme une illumination. Mhm. Et par hasard, j'ai rencontré une amie d'un ami qui elle-même était au cours Florent. Alors à 15 ans, j'étais pas en classe libre. À 15 ans, je suis allé à ce qu'on appelait les initiations jeunes, c'est-à-dire c'est les cours le samedi et le mercredi. Ah ok. Donc, et on y rentrait sur audition? Non, non, c'est vraiment non. Ça, non. Je pense que tout le monde pouvait y aller et tout le monde peut y aller toujours. Ça existe toujours. Donc c'était les mercredis et samedis. Et donc c'est cet ami qui m'a ouvert un peu la porte. Donc je suis allé avec elle une première fois et puis encore une fois, je suis arrivé à un cours. Je me rappelle très bien. Le professeur s'appelait Olivier Médicus et je suis monté sur scène et je me sentis bien tout de suite alors que j'avais peur d'être intimidé, d'être coincé, etc. Et puis petit à petit, en fait, et donc je continuais bien sûr l'école en même temps, et petit à petit, je me suis tellement plu et intégré que en fait, j'allais aux cours aussi des adultes. Et donc, en fait, j'allais plus que le mercredi et le samedi, mais je me glissais sur les cours du soir, du jeudi, du vendredi. Et donc, je me suis plongé dans le théâtre. J'ai lu tout le théâtre classique, moderne, français, étranger. J'ai appris le monde, la vie à travers ça. J'ai un peu délaissé mes études, forcément. J'ai raté mon brevet 2 fois, mon bac une fois. Enfin, j'ai pas mon bac. Bref, mais c'était, voilà, mon éducation, elle s'est faite à travers ça. Et là, tu avais pris la décision de devenir comédien et d'en vivre. En tout cas, D'en faire ta c'était profession. une passion. Et je voulais oui, je sais pas si j'allais en vivre, mais en tout cas, c'était ma passion. En tout cas, moi, dans mon fort intérieur, je savais que je ne pouvais faire que ça. Et après, effectivement, j'ai passé la classe libre, je l'ai eu. Mais très vite, au cours Florent aussi, je me suis dit que c'est marrant parce que j'étais en plus dans une promotion en classe libre. Il y avait Éric Ruff qui est maintenant le directeur de la Comédie Française, il y avait Isabelle Carré, il y avait Une belle promo. les Robin des Bois, Édouard Baird. On était une belle promo et Jean-Paul Rouve, bon bref, Incroyable. mais on était beaucoup et je me disais mais en fait personne va venir me chercher. Et c'est au cours Florent vers 17-18 ans que je me suis dit il faut que j'écrive mes spectacles, mes pièces et peut-être mes films pour pas être dans l'attente parce que je sais pas si on va venir me chercher moi. Et tu as donc, une très vite, anecdote très vite, absolument divine avec Catherine Deneuve. Raconte-nous Catherine Deneuve qui est venue donner une masterclass ouais, au cours Florent. Ouais, elle est venue me donner une masterclass au cours Florent. Moi, j'étais absolument fan d'elle. En fait, elle a fait partie des gens, des artistes, des acteurs et des actrices qui m'ont donné envie de faire ce métier. Que ce soit dans Le Dernier Métro, La Sirène du Mississippi, bien sûr, Podane, etc., Les Demoiselles de Rochefort. Et moi, c'est plus dans les films de Truffaut que je l'adorais. Ou même, encore une fois, dans Je vous aime de Claude Berry, qui est un film que j'adore. Et donc, elle est venue faire une masterclass au cours Florent. Au cours Florent, il y avait quand même... je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui, mais à l'époque, il y avait tous les artistes, tous les comédiens et comédiennes venaient faire des masterclass. Je ne sais même pas si on appelait ça comme ça à l'époque, mais en tout cas des sortes de conférences. Et on était tous là et on voyait alors, ou Deneuve ou Lindon. Enfin bon, je dirais, ils sont tous passés. Et en tout cas, Deneuve est venu. Et à ce moment-là, j'avais 17 ans, j'avais écrit un court-métrage qui s'appelait Le pauvre chien qui était pour rien, et qui était l'histoire d'une femme qui était face à une table et qui allait pour se suicider. Et en flashback, on avait tout le background en fait de son histoire d'amour ratée, etc. Et on comprenait qu'elle allait se suicider à cause d'un homme qui avait été qui a été un connard, comme ça arrive souvent. Et à la fin du court-métrage, elle décide de pas se suicider. Elle jetait son poison par terre, l'eau avec le poison. Et son chien qui était là, il est venu, il vient boire le poison et c'est lui qui meurt. C'est pour ça que ça s'appelait Le pauvre chien qui était pour rien. Bon, c'était... Tu l'as tourné?
Je l'ai pas tourné, mais Ok. en vous le racontant, c'est comme si je le tournais. Donc, en fait, on poursuit. Je suis avec mon meilleur pote, qui était plus âgé que moi, qui avait une voiture, qui était fan de Catherine Deneuve, qui s'appelle Thierry Cliffat, avec qui on a fait des films par la suite, Le réalisateur. oui, notamment un avec Catherine Deneuve. Et on poursuit Catherine Deneuve en voiture. Et À la fin de la masterclass. Donc, à la elle fin de donne la sa masterclass, masterclass, elle s'en va. elle s'en va. Et nous, moi, j'essaye de l'approcher, mais il y a l'alpaguer. trop de monde, etc. etc. Et donc, on prend la voiture, on la suit. Et un feu. On s'arrête, je souris, elle me sourit, je tape à la vitre, je dis voilà, excusez-moi, elle baisse la vitre, et dit voilà, je suis désolé, j'étais à votre masterclass là, tout à l'heure, je voulais vous donner un scénario que j'ai écrit pour vous, voilà, si, voilà, et je lui donne le scénario, elle rigole, elle s'en va, et puis voilà, puis je crois que l'histoire est terminée, et effectivement, quelques semaines après, j'ai reçu un message sur le répondeur, donc j'habitais encore chez mes parents, À répondeur l'époque, il n'y avait cassette. pas des smartphones. On te laissait, on rentrait chez soi et on écoutait le Voilà. répondeur. Et donc j'avais un répondeur que j'avais acheté parce que je commençais à faire des castings, mais je n'avais jamais de message parce que voilà, j'avais pas de La casting. loi des castings. Voilà, mais j'avais 17 ans, c'est normal. Mais un jour, j'avais un message. Il y avait des chiffres en fait, des LED avec le chiffre. Et donc il y avait le 1. C'était une des premières fois où je voyais que ça pouvait afficher le chiffre 1 sur ce répondeur. Et quand j'écoute le message, c'était Catherine Deneuve qui me laissait un message. T'as dû l'écouter 100 fois. 100 fois. J'y croyais pas. Voilà. Et elle me disait qu'elle avait lu le scénario, qu'elle avait été touchée, que elle pouvait pas vraiment, elle sait pas quoi faire pour m'aider, mais en tout cas, elle m'a envoyé chez son agent qui était Serge Rousseau à l'époque, Chez Armédia. voilà, chez Armédia, et pour qu'il me donne des conseils, etc. Donc je suis allé, il m'a donné des conseils, il m'a reçu. Catherine Deneuve lui en avait parlé, donc il m'a reçu, il a été adorable. Et puis voilà, et puis après la vie, j'ai pas fait ce court-métrage parce que de toute façon, je pense que j'étais pas prêt à faire un court-métrage et que je pense que Catherine Deneuve l'aurait jamais fait. Mais en tout cas, rien que le fait de m'ouvrir cette porte et de me laisser ce message, ça a été un moment important dans ma jeune. Enfin, à ce moment-là, quand j'étais un jeune acteur, en disant que tout était possible dans ce Que métier. tout était possible. Et c'est intéressant d'entendre comment le mouvement, la créativité et les rencontres, c'est une pièce dans la machine. Mhm. C'est ce que tu disais, Ouais. c'est ce que j'ai entendu. Exactement. Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir des cours Florent, de cette formation? Est-ce que d'après toi, la formation est nécessaire pour devenir comédien? J'en garde que des souvenirs extraordinaires. Encore une fois, j'ai très peu de souvenirs de l'école normale, mais alors les cours de théâtre, j'ai des souvenirs extraordinaires. J'ai eu des professeurs formidables. Bon, François Florent était un homme brillant et qui nous a tous beaucoup aidés. Et même si parfois il était percutant ou un peu cassant, mais c'était toujours pour nous faire aller plus loin et au final très encourageant et très fier de ses élèves pendant et après quand on sortait de l'école et suivant tout ce qu'on faisait. J'ai eu bien sûr Francis Huster comme professeur qui était formidable, qui m'a engagé à Pro Théâtre, mais j'ai eu aussi Isabelle Nanty qui a été un professeur très important pour moi et pour beaucoup d'autres de ma génération, notamment effectivement toute l'équipe des Robins des Bois et Marina Foïs, Pef, Maurice Barthélémy, Jean-Paul Rouve, Édouard Baird. Enfin, on était Steve Suissa, on a été beaucoup à être ces petits poulains, quoi. Et elle nous a donné une colonne vertébrale. Elle nous a. Encore une fois, je crois qu'on n'apprend pas à jouer dans les cours de théâtre, mais on apprend à prendre confiance en soi. On apprend à oser aller mettre les mains dans le cambouis de son âme et de sortir les choses et de se libérer des choses. On apprend à prendre des risques. On ose prendre des risques, on ose être ridicule, on ose faire plein de choses qu'on n'ose peut-être plus après ou alors ou qu'on ose faire parce qu'on a osé plus jeune. Et ça a été un microcosme, mais c'est une mini répétition de ce que va être la vie après d'artiste, parce qu'il y a des compétitions, des rivalités, parce que parfois on se plante, parce que parfois on devient la star du moment, et puis parfois on a l'impression qu'on ne l'est plus, et puis parfois on veut monter un projet, et puis le projet il se casse la gueule parce qu'on pouvait monter des spectacles là-bas. Et ouais, il y avait plein de spectacles que je devais faire et puis ils ne sont pas faits au dernier moment parce qu'un acteur ou machin. D'ailleurs, je me suis mis à écrire aussi pour ça parce qu'il y avait un projet qui s'est cassé la gueule. Donc j'ai écrit quelque chose et puis c'est un spectacle qui est un seul en scène qui a eu beaucoup de succès au cours Florent. J'ai eu un prix, ce qu'ils appellent les Jacques, etc. Enfin, mais ça ressemble beaucoup à la vie d'après, parce qu'après, c'est pareil, quand on essaye de monter des projets au cinéma ou au théâtre,
c'est oui, non, peut-être, oui, non, et puis à un moment c'est non, puis après c'est oui, mais les projets qui restent et qui se font, c'est ceux qui n'ont pas lâché malgré la pression et la difficulté du parcours. Ce qui est intéressant dans ton discours, c'est justement c'est d'être un comédien. Ça implique d'écrire, d'imaginer, d'écrire des courts-métrages, de proposer des choses. Est-ce que Ah d'après non, non, toi... mais attends, moi je pense qu'il faut pas mettre la pression sur les acteurs et d'actrices. Non, mais il y en a qui Ne savent. les culpabilisons Non, pas. non, c'est ça, il y en a qui savent pas, qui non, savent pas écrire. Effectivement, d'engranger des mais ça projets, peut aussi... de réunir des gens, etc. Oui, oui, bien sûr, de pas être que dans l'attente, mais si tu ne sais pas écrire un scénario, c'est pas grave, ou une pièce, c'est pas grave. Tu peux faire d'autres choses, mais moi j'encourage juste les jeunes acteurs et actrices à engranger des projets avec leurs potes, et surtout aujourd'hui, c'est encore plus facile. Tu as eu des moments de doute, des envies d'arrêter? Est-ce que justement dans ta longue carrière, parce que tu as commencé très jeune, est-ce qu'il y a eu des moments où tu as douté J'en ai tellement... toujours, et j'en ai encore, j'en ai eu. Ça a été très très dur après le Covid, mais très très dur. Avant le Covid, j'étais dans un film qui avait très bien marché. On avait été au Festival de Cannes, c'était la belle époque de Nicolas Bedos. Dans la même année, je faisais Les Fanteman avec Joey Starr et Béatrice Dalle au Folies Bergère, qui avait été un carton. J'avais fait une série pour TF1 qui avait aussi très très bien marché. Et le Covid arrive, la tournée de Les Frontman s'arrête brutalement. Et puis bon, voilà, c'est le bordel partout dans le monde entier, pour tous les métiers. Mais en tout cas, pour nous, artistes et comédiens, réalisateurs, c'était encore plus compliqué. Et le métier a complètement changé, c'est-à-dire que il y avait plus de films de cinéma qui se tournaient, donc tous les acteurs qui faisaient que du cinéma ont débarqué à la télé. Donc moi qui suis un acteur entre les deux, qui est voilà, pas non plus une star immense et pas non plus un inconnu, bon voilà, donc les stars de cinéma venaient faire des rôles à la télé. Des premiers et des deuxièmes rôles, et donc maintenant, et même pour les troisième, quatrième rôles, ils cherchaient encore des gens très connus. Enfin bref, ça a bouleversé toute l'organisation, on va dire, et qu'à un moment donné, ça a été pendant 2-3 ans très très difficile. Maintenant, ça va mieux, ça s'est régulé, mais voilà, il n'y avait plus de théâtre, il n'y avait plus de cinéma, et il n'y avait que de la télé pour vivre, et donc tout le monde s'est engouffré dans cette brèche-là. Alors, il y a eu beaucoup plus de projets télé, mais quand même, et donc ça a été un moment... de doute. Oui, de doute, et ouais, très difficile. Et puis j'en ai eu régulièrement, enfin j'en ai régulièrement, j'en ai tous les ans en fait. C'est le propre de l'être humain. En tout cas de l'artiste, mais de l'être humain, oui. Mais c'est pas facile hein, d'être dans le doute et de pas savoir ce qui va se passer après. On le vit parce qu'on est passionné, mais moi je comprends qu'il y ait des gens qui ne supportent plus cette pression-là. Moi je la supporte. Et tant que je la supporte, je continue. Mais le jour où je la supporterai plus, je pourrais peut-être plus continuer. Mais je la supporte parce que j'aime vraiment mon métier et que je sais que j'ai encore des choses à faire et à dire. Mais cette pression-là, de ce doute de qu'est-ce qui va se passer dans 3-4 mois, moi je ne sais pas ce qui va se passer dans 3-4 mois, par exemple, là, tout de suite. Et bon, mais voilà. Mais je supporte ça. Mais peut-être qu'un jour, ce sera insupportable. Cinéma, télévision, théâtre, tu fais tes débuts au théâtre à 22 ans dans Puzzi, mis en scène par Francis Huster. Comment ça se passe? C'était justement après les cours Florent. Comment tu as atterri sur ce projet avec Francis Huster à 22 ans? Ouais, c'était fou. J'étais un de ses élèves. Il avait écrit une pièce sur Gustave Mahler. Et Puzzi, c'était la fille de Gustave Mahler qui était morte très jeune. Et il a engagé... Huster, c'était ça. Hein, il a toujours engagé ses élèves du cours Florent dans ses spectacles, dans des théâtres immenses, dans des pièces immenses. Il a mis le pied à l'étrier à beaucoup d'acteurs, les Duléry, les Emmanuel DeVos. Enfin, et donc moi, il m'a choisi. Il y avait aussi, c'était Christiane Areali qui jouait aussi. Ils n'étaient pas encore ensemble. Ça s'est passé pendant cette pièce. Alexandra Merkourov. Il avait pris 3-4 jeunes acteurs du cours Florent pour l'entourer, avec des vrais beaux rôles. Hein. C'était pas pour faire de la figuration ou pour lui servir la soupe. Et ça a été mes premiers pas au théâtre. Je crois même que j'avais 21 ans. Et c'était c'était mon premier pas au théâtre professionnel. J'avais fait des pièces de théâtre
avant au Cours Florent dans les festivals, mais dans un théâtre sublime qui s'appelle le Théâtre Antoine. On a joué 5 mois, on a été un succès. Tout Paris est venu. Et donc, moi, j'étais tout jeune et ça m'a donné des ailes, ça m'a porté, ça m'a ouvert des portes et ça m'a confirmé que j'étais légitime à faire ce métier. Et voilà, enfin, ça a été très important, ouais. Légitime à faire ce métier. Je t'ai vu récemment dans le rôle de Yves Montand dans Bungalow 21. Qui est un texte formidable. Benjamin Castaldi retranscrit avec Éric Emmanuel Schmitt une histoire qui est vraiment vécue. Moi, pour avoir vu le spectacle, on rentre, on est avec vous et tu incarnes ce rôle à la perfection. Comment on se prépare à interpréter Yves Montand, qui est quand même un sacré monsieur? Ouais, c'est une icône. Déjà, ça a été. On a fini il y a 3 jours. La dernière, c'était il y a 3 jours. Je suis encore emprunt et j'ai un petit baby blues de cet arrêt-là parce que ça a été un moment extraordinaire, ce spectacle avec mes partenaires, avec ce rôle, avec mon temps, avec le retour du public. L'accueil était exceptionnel. Ça a été un moment très fort. Les sœurs saignées, magnifiques. Et ouais, on parle de Pucci. Et pour arriver à Bungalow 21, où c'est vrai que j'ai un rôle très fort, très important dans une pièce. Et en fait, finalement, tout ça, c'est la suite logique de Pucci. Et petite pensée à Francis Huster, parce que si j'ai fait mon temps, c'est parce qu'il m'a fait faire Pucci, certainement. Et comment on se prépare moi, je rentre en immersion totale quand je prépare un rôle, donc. Même physiquement, moi, ça m'a troublé. Physiquement, ouais. on te l'a dit. Ouais. Physiquement, c'est troublant. Ouais. Et d'ailleurs, je suis en train de me laisser pousser la barbe, de mettre mes cheveux en avant pour essayer de me dégager un peu, parce que même dans la vie, j'étais. Voilà, en fait, même les jours de relâche, je me refaisais mon texte tout le temps, je réfléchissais à des choses que je pouvais encore changer, bouger. Le théâtre, quand je joue au théâtre, il n'y a que ça, en fait. Je suis immergé 24 heures sur 24, quoi. C'est pas juste l'1 heure et demie où je joue. Et donc, oui, j'ai lu, j'ai vu des choses. J'ai essayé de m'approprier le plus de son énergie sans vouloir l'imiter. J'ai voulu faire un chemin moitié-moitié, quoi. Et lui donner un peu de ce que je suis, prendre de ce qu'il est. De ce que j'ai toujours. Moi, j'ai grandi aussi avec lui parce que César et Rosalie, par exemple, c'est un film que je vois pratiquement tous les ans depuis que j'ai 10 ans. Je le connais par cœur. Et puis, c'est un artiste que j'admire. Et j'aime aussi ses contradictions, j'aime aussi sa mauvaise foi, j'aime sa colère, j'aime parfois même son côté macho alors que c'est un grand amoureux. Voilà, j'aime tout ce qui fait un être humain avec ses hauts et ses bas et j'ai essayé de le défendre le mieux possible, quoi. Les contradictions, on en reviendra tout à l'heure. Le cinéma, on en parle et je veux qu'on parle casting. Ton premier film en tant qu'acteur est dans l'opération Corned-Beef de Jean-Marie Poiré en 1991. Tu t'en rappelles de ce casting? Alors, non, c'est plus compliqué que ça. À l'école, pas de théâtre, à l'école normale, j'ai 15 ans, je rencontre un gars avec qui je deviens ami très très vite. Je ne sais pas qui c'est, et au bout d'un moment, je comprends que son père est réalisateur, et je comprends que son père, en fait, est Jean-Marie Poiré. Okay. Et moi, à 15 ans, j'ai vu tous les films de Jean-Marie Poiré déjà. Je connais sa filmographie par cœur, des hommes préfèrent les grosses jusqu'au Père Noël, jusqu'à... est-ce qu'il avait fait Papy? Il a fait La Résistance déjà, etc. Une rencontre au hasard? À l'école, je deviens très ami avec son fils. Et quelques temps après, je découvre, en fait, il me dit, ah, mais mon père, il est réalisateur. Moi, je dis, moi, je veux être acteur. Il me dit, ah, mon père, il est réalisateur. Je dis, ah ouais, c'est drôle qui? quand même, cette histoire de rencontre. Non, mais c'est dingue, c'est dingue. C'est drôle. Et surtout, à 15 ans. À 15 ans, et surtout, de tous les élèves de cette école, c'était lui. Non, mais j'étais le seul, en plus, à connaître la filmo de son père par cœur, de connaître les films par cœur. Même Le Père Noël est une ordure, les autres ne connaissaient pas les films. Moi, je l'avais vu au cinéma. J'avais été le voir à 12 ans au cinéma, Le Père Noël est une ordure. Donc, je connaissais. Et donc, on est devenus très, très amis. Et puis, un jour, j'ai rencontré son papa. Je voyais son père de temps en temps, etc. Un jour, il m'a fait faire de la figuration dans Mes meilleurs copains. T'as même fait de la régie à 15 ans, je crois, non? Non, alors ça, c'est... Non, et après, Corned-Beef, il me propose de venir faire de la régie avec lui, avec mon pote. Incroyable. Et donc, je suis stagiaire régie. Sur Opération Corned-Beef, et c'est vrai que je dis souvent que c'est là où j'ai tout appris sur ce métier et tout compris, parce que quand
être à la régie, c'est le métier le plus difficile. On arrive avant tout le monde, on repart après tout le monde. On a des horaires de dingue, on fait 1000 trucs, on s'arrête Explique-nous jamais. bien, c'est quoi la régie pour ceux qui Bah, nous la régie, écoutent? c'est faire en sorte qu'un plateau se passe bien, que les acteurs et les comédiens, les réalisateurs arrivent à l'heure, qu'ils aient à manger, qu'ils aient des pains au Ça chocolat, peut être le qu'ils aient du buffet café, aussi, tout simplement. Ouais. que quand on arrive, les maquilleurs, maquilleuses, les coiffeurs ont leur loge avec les miroirs. Enfin, tout mettre en place avant, tout mettre en place après, faire en sorte que tout le monde se sente bien. Et ça change tout le temps parce que la plupart du temps, on change de décor et de lieu tous les jours. Donc, en fait, il faut déballer, remballer tout le temps, etc. Et donc, mais on a accès à l'ingénieur du son, au maquilleur, au coiffeur, aux machinaux, aux techniciens, aux réals, aux acteurs. Je ramenais les acteurs et les actrices, je les entendais parler, les claviers, tout ça. Et donc, j'apprenais, j'étais comme une petite souris. Et moi, j'adorais ça. En plus, je faisais, je sais pas, peut-être une demi-heure de plus pour aller chercher les pains au chocolat dans la meilleure boulangerie. Je me disais, juste parce que je voulais vraiment voilà, je voulais Faire plaisir. me faire plaisir, voilà. Et un jour, donc ça se passe très très bien et tout ça. Et moi, je m'éclate. Je suis crevé parce que c'est vraiment, on se lève à 5 heures du mat et on rentre vers 22 heures. Mais bon, voilà. On ouvre et on ferme le Mais plateau. voilà, exactement. Mais c'est magique quand on aime ce métier. En plus, encore une fois, moi, je connaissais tellement les films de Jean-Marie Poiret et tous ces acteurs-là. J'étais comme à Euro Disney. Enfin, j'étais au Disneyland, quoi. Et un jour, il y a. Donc, j'étais au cours Florent et tout ça déjà. Et un jour, il y a un acteur qui doit faire un militaire pour venir chercher Jean Reno à l'aéroport. Et il y a quelques échanges de répliques. Et sauf que l'acteur qu'ils avaient choisi, il voulait pas se couper les cheveux parce que je sais pas quoi. Et moi, je dis, bah, si vous voulez, moi, ça me Moi, dérange je peux bien me pas. couper les cheveux. Et d'ailleurs, j'avais les cheveux assez longs à cette époque-là. Ils m'ont coupé, voilà, ils m'ont dit OK, ils m'ont coupé les cheveux. Et puis ça a été mon premier rôle parlant au cinéma. Et Opération Cornet de Bif, quand j'en parle avec les gens, enfin, il y a plein de gens pour qui c'est un film assez culte parce c'était avant Les Visiteurs. Moi, je le préfère aux Visiteurs. Il est complètement dingue. Je suis devenu très ami après ça avec Valérie Lemercier. Enfin. C'est un film que j'encourage tout le monde à voir ou à revoir parce il est assez dingo et il vieillit très bien. Et je confirme. Alors après, ta biographie, on ne peut pas tout dire, mais les films, Le Nombril du monde d'Ariel Zeytoun, Les Misérables de Claude Lelouch, Cavalcade de Steve Suissa qu'on aime, tout nous sépare de Thierry Kilfar, La Belle Époque de Nicolas Bedos, les séries télé, Louis la Brocante, Sex and the City, Sam, Peur sur le lac, Master Crime, bon, le théâtre, on enchaîne aussi sur Maison close, maison close. Maison Close aussi. La question est la suivante. Dans quel exercice tu te sens le mieux? Le cinéma, le théâtre, qu'est-ce que tu préfères? Non, mais ça, c'est impossible de répondre à ça parce que, en fait, je joue chaque personnage avec autant d'implication, que ça soit sur scène ou à la télé. Alors, encore Mais plus. l'exercice me semble si différent. Mais télé et cinéma, il n'y a aucune différence. Sauf que parfois. Parle de fiction et théâtre en Ouais, réalité. parce que parfois, cinéma, tu as juste un peu plus de temps. Tu peux refaire un peu plus les scènes, mais c'est pareil. Mais théâtre et fiction et cinéma et télé. Le théâtre, il semblerait qu'il y ait un enjeu comme ça en direct. Non, mais bien sûr, bien sûr. y a Non, un mais, enjeu. non, non, mais c'est une arène. En fait, parfois tu dis, mais je suis fou, mais pourquoi je me suis lancé dans ce truc-là? Enfin, mais je crois même, j'avais entendu une fois Belmondo dire 5 minutes avant, j'ai voulu partir au bout du monde, et puis 5 minutes après, je voulais plus jamais partir Donc bien sûr que c'est quelque chose. On est des animaux, quoi. On arrive vraiment sur une arène et on est comme des fauves et on peut se faire abattre en une seconde. Mais bon, encore une fois, moi, je me sens bien vraiment que sur scène. C'est là où je me sens le mieux, en fait. J'ai jamais raté une première, jamais eu j'ai toujours le trac, hein, bien sûr, mais jamais le trac T'es traqueur? J'ai le trac comme tout le monde, mais pas au point d'être tétanisé. Et même parfois, le trac me donne des ailes. Je sais pas, à la première de Bungalow 21, qui était. Voilà, c'est un rôle très lourd, très, très fort. Il y avait tout C'est un Paris. sacré enjeu. Et ça a été une première S'attaquer à des merveilleuse. rôles comme Montand, Ouais. Marilyn Monroe, même Non. pour Céline, c'est Ouais, non, un sacré. c'est des enjeux très forts, mais cette première, elle était magnifique. Mais après, à côté de ça, il faut aussi rappeler qu'au cinéma, quand on tourne, c'est pas non plus à la cool, parce que quand on fait des scènes,
Parfois, il y a des problèmes de temps, donc on peut pas merder. Il y a d'autres acteurs, etc. Donc, si on se plante, on plante d'autres acteurs. Tu as l'équipe technique. Et en fait, tu as des gens qui te regardent aussi derrière les combos, etc. Donc, Hmm. c'est pas genre, bon, bah, on peut la refaire autant de fois qu'on veut, on y va à la cool. Moi, je me rappelle, en tout cas, quand j'ai tourné avec Catherine Deneuve en vrai, donc des années après cette Ça, histoire c'est de dingue. court-métrage, je me souviens que le premier jour, elle avait le trac. Elle Elle avait avait le le trac. trac. Et je trouve ça magnifique parce qu'en fait, bah ouais, le premier jour, au moment d'action, la première scène, et ben, elle a le trac, quoi. Ouais, ouais, elle a le trac. Alors, c'est pas le même trac qu'au théâtre, mais on sait qu'au final, bon, on peut recommencer. Mais il y a quand même, on est quand même sur une scène de théâtre, même sur un plateau de cinéma. Tu lui as raconté à Catherine Deneuve, tu lui as rappelé qui tu étais. Non, non, Elle jouait ta mère au elle veut cinéma, ma c'est mère, ça? ouais, ouais. Non, non, à l'époque, je l'avais pas dit parce que, mais après, oui, je l'ai évoqué, mais j'avais pas envie de. En fait, je voulais pas qu'elle me dise qu'elle se souvenait pas, en fait. Hmm. Voilà, puis je sais qu'avec Thierry, ils en ont reparlé, tout ça, mais je voulais garder ce souvenir-là assez intact dans ma mémoire, quoi. Hmm. Alors, on va parler casting. Tu disais que tu étais tracker, les castings, tu sais, le fameux casting. Comment tu te prépares avant un casting? T'aimes passer des castings? Oui, encore une fois, j'ai un bon track, hein. C'est pas un track, je suis pas tracker au point d'être tétanisé. Ça te booste? Ça me booste aussi le track, Ok. hein. Euh, j'ai le cœur qui accélère, j'ai tout ça, mais je suis pas en sueur et je suis pas, et je suis pas tremblant dans la voix. Mais c'est juste que voilà, au moment d'action. Mais même là, ce qu'on fait, une interview, bon, j'ai moins de pression que pour un film, mais je suis en alerte, quoi. Je suis pas je suis pas dans ma salle de bain. Enfin, Hmm. voilà, il y a un échange. J'essaye de donner des choses, je reçois, etc. Et les castings, j'aime bien faire les castings, en fait. Enfin, ce que j'aime vraiment, c'est les castings quand le réalisateur est là. Quand le casting directeur et le réalisateur est là, parce que ça te permet aussi de savoir si toi, tu as envie de travailler avec lui, la façon dont il dirige, ce qui te... Ça, c'est quand on s'appelle Michael Cohen. Non, Et non, parce que quand j'étais plus jeune, je faisais souvent des castings avec des réalisateurs. Alors, peut-être ça arrive que moins. le réalisateur présent avec le directeur de Ouais, casting? et ça, je trouvais ça génial. Et, euh, et la plupart du temps, on était quand même mieux reçus parce que les réals, quand même, souvent, voilà, ils font un peu plus attention. Je dis pas que les directeurs de casting ne font pas attention, mais c'est tellement leur métier, ils en voient tellement que, bon, parfois, de, ils oublient que l'acteur en face, il y a pensé pendant toute la journée et la veille et 3 jours avant, qu'il n'a pas dormi, il a l'impression de jouer sa vie en 15 minutes. Et pour le casting directeur en face, bah, lui, c'est un de plus, mais et c'est normal, hein, de ne pas forcément penser tout le temps à ça, mais moi, pour avoir réalisé 2 films, je sais que à chaque fois que j'ai rencontré un acteur pour un rôle, mais parce que je suis Tu es acteur, dans cette bienveillance et tu fais attention. mais oui, mais parce que voilà, parce que Et je suis dans limite, les tu deux donnes des côtés. conseils après. Oui, oui, en tout cas, j'en fais pas un moment banal et anodin au suivant. J'essaye de lui donner quelque chose et que même si il n'est pas pris dans le film, qu'au moins cet échange lui apporte quelque chose. Hmm. Euh, et donc voilà, et les castings. En tout cas, non, le conseil que je peux donner, c'est qu'un casting, il faut le travailler à fond, quoi. Il faut pas arriver les mains dans les poches, il faut pas arriver le texte à moitié su. Moi, ça m'est arrivé 2, 3 fois, mais pas très souvent, mais à chaque fois, je l'ai regretté parce que j'avais pas eu le temps. Justement, donne-nous des anecdotes. Ton plus beau souvenir de casting? Oula. Euh, je sais pas. Non, je sais pas. J'ai pas. Alors un mauvais. Là, tu nous disais que tu allais te souvenir, tu as dû oublier un Oh texte là ou là tu là. t'étais pas préparé. Est-ce que ça se prépare le Non, non, casting? ça m'est arrivé quelques fois, mais il y a une fois où effectivement, en plus bon, j'aimais pas beaucoup le texte, c'était quelque chose pour la télé, c'était pas très très bien écrit. Mais bon, en même temps, parfois c'est pas bien écrit, mais il faut quand même le faire parce que après tu peux retravailler avec le réalisateur, tu Hmm. peux retravailler les textes, etc. Bon, là, j'étais pas motivé. Je pense que je faisais autre chose en même temps. Peut-être que j'étais au théâtre et je suis arrivé en me disant bon, je vais me démerder. Mais en fait, c'était un peu technique. C'était pour jouer, je crois, un flic. Et en fait, je me suis planté 1 fois, 2 fois, 3 fois et j'avais vraiment honte.
Je me suis excusé. Le metteur en scène, bon, il m'a dit non, c'est pas grave, ça arrive. Mais moi, j'avais vraiment l'impression de lui faire perdre du temps. Et surtout, j'ai pas réussi à me raccrocher à quelque Tu chose. es très exigeant, hein, exigeant avec toi-même aussi. Bah, c'est normal, hein, on fait un métier sérieux aussi. Hein, même si on s'amuse, on fait un métier sérieux. Ouais. Est-ce que ça avait été reçu comme ça, tu penses? Je sais pas. En tout cas, je sais que c'est cette fois-là dont je me rappelle vraiment précisément. Je pense que c'est vraiment une des rares fois où j'ai pas travaillé à fond un texte dans tous les sens, même pour un truc qui me motive moins. D'abord, tu sais pas après sur quoi ça peut déboucher. Si ça se trouve, ce sera pas ce film-là, mais l'autre ou autre chose. Donc, il faut toujours Ça, donner le c'est ce qu'on meilleur. dit toujours. Déjà, Même, il n'y a jamais de casting raté parce que c'est une rencontre. bien Cette sûr, rencontre, elle peut t'amener à d'autres bien choses. sûr. Tu ne t'arrêtes pas là, tu es même metteur en scène et réalisateur. Comment ça t'est venu, réalisateur? Donc ça commence par La Fin avec Emmanuel Béard et toi. Comment on décide justement de mettre en scène, de réaliser Donc, au cours Florent, j'ai commencé à écrire des pièces, à les mettre en scène, à jouer dedans et à faire jouer mes potes. Et donc puis j'ai continué comme ça régulièrement. Ma première pièce professionnelle s'appelait Les Abîmés. J'ai monté au théâtre de Nice grâce à Jacques Weber et après au Petit Montparnasse. Et là, c'était une pièce avec Julie Gaillet, Serge Hazanavicius, Emmanuel Lepoutre et moi. Et ensuite, j'ai monté une autre pièce de théâtre qui s'appelait Le Soleil est rare au théâtre de la Criée à Nice. Ça, c'était avec James Tiré, Stéphane Guillon, voilà. Et avant, j'avais monté une autre pièce, ça s'appelait Saloperie de merde, avec Isabelle Nanty qui jouait dedans, une partie de l'équipe des Robins des Bois, etc. Voilà. Le Et sacrifice du cheval aussi. Sacrifice du cheval, c'est pas moi qui l'ai monté, c'est Tristan Petit-Girard, Ah, qui est le metteur en scène de la machine de Turing, qui l'a monté à Avignon. Et en fait, et après, j'ai voulu écrire une autre pièce de théâtre, donc ça commence par La Fin, et puis je me suis dit non, finalement, j'en fais un roman. Et donc, je n'ai pas écrit au théâtre, j'en ai fait un roman, et quand j'ai fait un roman, on m'a proposé de l'adapter au cinéma. Donc, c'est les films du kiosque, avec qui j'avais déjà travaillé. Et ils m'ont proposé de développer, le produire pour le cinéma. Et en fait, je suis passé directement pas de court-métrage réalisé à faire un long-métrage où je faisais adapter mon propre roman dans lequel je jouais, que je dirigeais. Et voilà, et j'ai adoré ça. J'ai toujours aimé en fait diriger les acteurs. Et en fait, c'est ça que j'aime. et tu faisais appel à un directeur de casting ou c'était toi le directeur de casting? Non, c'était moi. J'ai pas pris de directeur de casting pour mes deux films parce que je connais très très bien les acteurs et que j'ai pas beaucoup de personnages. Mais je pense que si je fais un autre film, je prendrai quand même un directeur de casting parce que d'abord, je connais peut-être un peu moins maintenant les plus jeunes. Et puis, voilà. Mais et puis en vrai, je me demandais même, mais qui prendre pour vexer personne. Ouais. Ouais. Donc, je dis autant prendre personne, mais je pense qu'aujourd'hui, non, je prendrais un directeur de casting. Mais là, vraiment, il y avait très peu de personnages et vraiment, j'avais pratiquement, j'ai pris plein de potes comédiens je faisais pas passer de casting, quoi. J'en ai fait passer très très peu c'était même pas des castings. Moi, je fais des rencontres parce que je me dis que quelqu'un peut être bon en casting et puis pas bon sur le plateau et vice versa. Je préfère sentir les gens et puis y aller au feeling, quoi. Mais après, si c'est pour un rôle important d'un jeune mec, etc., que je connais pas, je lui ferai faire des essais forcément. Mais pour des rôles, disons, pas trop gros, je peux y aller au feeling, ouais. Tu aimes les mots, tu aimes la créativité, tu aimes la littérature. Tu sors le 2 février 2024 un nouveau livre, L'attraction du désordre. C'est un conte sentimental, hommage au chef-d'œuvre de Claude Sautet, César et Rosalie, décidément. Ouais, ça me Tu nous poursuit. racontes Donc c'est mon troisième livre. Mon premier s'appelait Ça commence par la fin. Mon deuxième s'appelait Un livre. Et c'est mon troisième roman. J'écris un livre tous les 6-7 ans à peu près. Donc je prends le temps. Et c'est l'histoire de Clara et Paul qui sortent tous les deux d'histoires d'amour un peu compliquées. Ils se rencontrent à un dîner et ils tombent amoureux. Et ça se passe vraiment bien. C'est une espèce d'osmose. Un jour, Clara raconte à Paul son histoire précédente, qui était une passion qui a failli la détruire, peut-être même la tuer, avec Simon.
Elle lui raconte ça pour s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Lui, Paul reçoit ce récit avec beaucoup d'empathie et de bienveillance au début, mais en fait, petit à petit, c'est comme si elle mettait une graine dans son cerveau. En fait, il y a une jalousie rétrospective qui monte dans sa tête à Paul. Petit à petit, il est omnibulé par cet homme du passé et il se compare à lui sans le connaître, il le fantasme. Il se dit qu'il ne sera jamais à la hauteur de cet homme-là. Donc, c'est vraiment la jalousie du passé, tu vois, des ex. Et tellement qu'il décide un jour d'aller le rencontrer pour arrêter de le fantasmer, pour pouvoir voilà, avoir une image concrète de lui et peut-être même lui faire part du fait qu'il n'y a plus jamais de retour possible avec Clara. Et quand il rencontre Simon, il lui dit pas qui il est. Et en fait, il a un coup de foudre amical pour lui. Et c'est réciproque. Ils vont devenir très, très amis, tous les deux. Donc Simon ne sait pas que Paul est avec Clara. Parce que en fait, Paul ne trouve même pas le moment pour lui en parler. Parce qu'en fait, il adore ce mec. Il le trouve formidable. Et puis, il lui fait du bien. Et c'est réciproque. Et donc forcément, ça va créer le bordel général dans ce trio-là. Ça donne envie de le lire. Le 2 février, Oui. et chez les éditions Anne Carrière. Anne Carrière. Michael Cohen, qu'est-ce que tu dirais au petit Michael ? Je lui dirais, débarrasse-toi au plus vite de tout ce qui t'encombre. Gagne en légèreté voilà, le plus rapidement possible. Parce que il n'y a que ça qui permet de faire bien son travail et de profiter de la vie. J'avais l'impression d'avoir des enclumes aux pieds quand j'étais plus jeune. Et puis petit à petit, voilà, j'ai des chaussures un peu plus légères. Et puis peut-être qu'un jour, je pourrais pas mettre pieds nus. Donc voilà. Et il semblerait que l'art soit un espace d'expression et d'allègement. Merci Michael Cohen pour ce délicieux moment et à bientôt. Merci beaucoup.